suite aux propos d'Emmanuel Macron se présentant lui-même comme maoïste dans le Parisien, avec des références très très claires sur la phraséologie de Mao, avec la longue marche, la révolution culturelle, tous ces emprunts qu'il a fait, lexicaux, c'est assez inquiétant. Là, on fait une seconde vidéo. La première, c'était sur la grande famine organisée par Mao, avec sa réforme agricole qui a été vraiment une catastrophe. Et bien là, toujours issu du même livre noir du communisme, dirigé par Stéphane Courtois, qui est paru il y a un peu plus de 20 ans, avec les meilleurs historiens sur le sujet. Maintenant, on va s'attaquer au système carcéral, le laogai, les camps de concentration chinois, où d'ailleurs les homosexuels étaient condamnés à mort. On a des témoignages très clairs par Jean Pasqualini, qui avait écrit un livre vraiment indispensable, Prisonnier de Mao, parce que lui-même a passé presque 12 ans dans l'enfer des camps de concentration chinois. Et donc, aujourd'hui, l'État islamique, quand il tue des homosexuels, tout le monde s'accorde à dire que c'est vraiment quelque chose vraiment d'horrible, mais se revendiquer de Mao qui faisait exactement la même chose, ça passe, c'est cool, on peut s'appeler Gérard Miller, être ancien maoïste, et tout va bien. Michel Field, ancien maoïste, qui dirige l'information sur France 2, ça choque personne, et on imagine bien que si quelqu'un se disait aujourd'hui qu'il était hitlérien, ça passerait un petit peu mal. Eh bien, Emmanuel Macron, lui, ça va, tous les médias trouvent ça cool. Voilà, donc on va attaquer la seconde partie, à partir des pages 584 aux éditions bouquins du livre noir du communisme sur les camps de concentration chinois. C'est parti. Le laogai, c'est-à-dire nulle part, dans ce trou noir, le soleil radieux du maoïsme enfouit des dizaines de millions d'individus. 50 millions au total jusqu'au milieu des années 80, selon Harry Wu. Le chiffre n'est qu'un ordre de grandeur, et beaucoup y périrent. Si l'on croise les deux évaluations approximatives de Jean-Luc Domenach, le grand spécialiste, une dizaine de millions de détenus en une année moyenne, entre 1 et 2% de la population chinoise suivant les moments, et 5% de mortalité annuelle. Une vingtaine de millions de Chinois seraient morts en détention, dont 4 environ pendant la famine du Grand Bond en avant, le soi-disant Grand Bond, entre 59 et 62. Mais le retour aux rations normales, déjà minimales, n'eut parfois lieu qu'en 1964. Après l'extraordinaire témoignage de Jean Pasqualini, deux études récentes, celles de Wu et de Domenach, permettent désormais d'approcher d'une vision d'ensemble du plus méconnu des trois grands univers concentrationnaires du siècle. De l'univers, il a l'ampleur, la permanence, en tout cas jusqu'en 1978, année de la première grande vague de libération, et aussi la variété des prisonniers. 80% de prisonniers politiques vers 1955, mais de nombreux délits de droit commun peuvent être alors requalifiés politiques, cela aggrave la sanction. Une bonne moitié au début de la décennie suivante, et près de 2/3 de droit commun, c'est l'expression consacrée vers 1971. Trace de la désaffection des couches populaires envers le régime et du retour de la criminalité dans une atmosphère d'instabilité politique. Variété des formes d'internement aussi, des centres de préventive, prisons parmi lesquels quelques établissements très spéciaux pour les dirigeants déchus, laogai proprement dit, et ses formes dites atténuées de déportation que sont le laojiao et le jiyue. Les centres de détention constituent le sas d'accès à l'archipel pénitentiaire. Au nombre de 2500 environ situés dans les villes, les prévenus y subissent leur instruction, de durée très variable, elles peuvent aller jusqu'à une décennie. Les peines inférieures à 2 ans y sont également souvent purgées. Les prisons, où l'on ne trouve guère 13% des détenus, sont au moins 1 millier et dépendent en général directement des autorités centrales, jouant un rôle équivalent à celui de nos quartiers haute sécurité. Elles renferment sous surveillance renforcée les plus lourdes peines, en particulier les condamnations à mort avec sursis de 2 ans, bizarrerie du droit chinois qui se traduit dans la plupart du cas par une grâce pour réforme sincère, entre guillemets. Et les prisonniers dits sensibles, les hauts cadres, les étrangers, les ecclésiastiques, et oui, les dissidents, les espions, etc. Les conditions de vie, très variables, peuvent ne pas être trop mauvaises. La prison numéro 1 de Pékin, où l'on mange à satiété, où l'on couche sur un tatami et non sur un bas-flanc de bois. Un rêve pour ceux qui arrivent d'ailleurs dans l'archipel, disait Pasqualini, grand témoin.
C'est l'établissement modèle qu'on fait visiter aux autres étrangers. Mais la discipline particulièrement stricte, la sévérité du travail industriel imposé, l'intensité de l'encadrement idéologique poussent souvent les détenus à solliciter leur renvoi au grand air dans un camp de travail largement enjolivé. La grande masse des détenus se trouve donc dans de vastes camps de travail, répartis sur tout le pays, les plus vastes et les plus peuplés se situant cependant dans les zones semi-désertes au nord de la Mandchourie, de la Mongolie intérieure, du Tibet, du Xinjiang et surtout du Qinghai, véritable province pénitentiaire, sorte de Colima chinoise, au climat brûlant l'été, glacial l'hiver. Son camp numéro 2 est peut-être le plus grand de Chine, avec au moins 50 000 déportés. Les camps des régions reculées de l'Ouest et du Nord-Ouest ont la réputation d'être très durs, mais globalement, les rythmes de travail sont plus éprouvants dans les usines carcérales des zones urbanisées que dans les grandes fermes d'État pénitentiaires. Dépendant en principe des administrations provinciales ou municipales, Shanghai a son réseau réparti sur de nombreuses provinces. Les détenus ont donc dans l'ensemble la même origine géographique. On ne rencontre pas de détenus tibétains en Chine de l'Est, par exemple. À la différence de l'URSS, les camps s'intègrent dans les stratégies économiques locales ou régionales et n'ont qu'occasionnellement participé à des projets d'ampleur nationale tels que le chemin de fer de l'amitié, entre guillemets, en direction de la Kirghizie soviétique, dont l'achèvement fut interrompu durant 30 ans du fait du schisme soviéto-chinois. La population des camps doit être divisée en 3 groupes de statuts assez différents. La masse la plus importante et surtout la plus permanente, est représentée sous Mao par les astreints au laogai proprement dit, qu'on peut traduire par réforme par le travail. Ces condamnés à des peines de moyenne ou de longue durée sont organisés militairement, en escadron, bataillon, compagnie, etc. Ils ont perdu leurs droits civiques, ne perçoivent aucun salaire et ne peuvent que rarement recevoir des visites. Dans les mêmes camps, et plus rarement dans les établissements spéciaux, on trouve aussi les assignés à la rééducation par le travail, ou le Laojiao. Il s'agit d'une forme de détention administrative créée en août 1957, au plus fort de la campagne anti-droitier. Elle formalise quelque peu les pratiques d'incarcération paralégale de la sécurité. Les victimes ne sont pas condamnées, donc il n'y a pas de terme fixé à leur détention, ne perdent pas leurs droits civiques, mais il n'y a pas de bureau de vote dans les camps, et touchent un petit salaire, mais l'essentiel est retenu pour le vivre et le couvert. Les fautes qu'on leur reproche sont assez légères, et leur séjour en Laojiao ne dépasse en principe pas quelques années. On leur fait lourdement comprendre que beaucoup dépend de leur attitude. La discipline et les conditions de détention de travail au Laojiao sont très proches en fait du laogai, et c'est la sécurité qui administre l'un comme l'autre. Un peu plus privilégiés, entre guillemets, sont les affectés professionnels obligatoires du DUE, parfois dénommés les travailleurs libres, entre guillemets, évidemment. Cette liberté est restreinte puisqu'ils n'ont pas le droit de quitter leur lieu de travail, un camp le plus souvent, sinon pour 1 ou 2 permissions annuelles. Mieux traités, un peu moins mal payés qu'au Laojiao, ils ne peuvent faire venir leur famille ou se marier, mais vivent dans des conditions semi-carcérales. Il s'agit en fait de sas de décompression des camps, où sont parqués les libérés, souvent pour le reste de leur vie, jusque dans les années 60. 95% des rescapés du laogai auraient été affectés au JUE, et 50% encore au début de la décennie 80. Ainsi que de 20 à 30% des anciens du Laojiao. Coupés de leur milieu d'origine, ayant perdu leur emploi et leur droit de résider en ville, généralement divorcés, l'épouse est constamment incitée par les autorités à se séparer du dit criminel, suspect à vie puisqu'ils ont fauté. Le plus triste est qu'ils n'ont souvent pas d'autre lieu où aller et se résignent donc à leurs conditions. N'ayant plus rien à espérer, ils peuvent faire pitié même aux détenus du laogai. Je cite, « Les travailleurs libres que nous commençâmes à rencontrer formaient une triste équipe. On aurait dit qu'ils étaient vraiment dans la prison comme des résidents. Ils étaient paresseux, inexpérimentés et sales. Visiblement, ils avaient conclu que plus rien n'en valait la peine, et en un sens, ils avaient raison. Ils étaient constamment affamés, sous les ordres de garde et des gardiens, enfermés la nuit, juste comme nous autres. La seule différence entre notre condition et la leur, c'était le privilège qu'ils avaient de rendre visite à leur famille. Rien d'autre ne comptait. Bien sûr, ils recevaient aussi un salaire, mais ils devaient le dépenser pour la nourriture et l'habillement, car ils n'étaient plus des cadeaux du gouvernement. Ces travailleurs libres se moquaient pas mal de tout ce qui pouvait se passer. Là, c'est le témoignage de Jean Pasqualini, qui a passé donc plus de 10 ans dans ces camps, dans son livre autobiographique « Prisonnier de Mao ». Sous Mao, toute condamnation est en fait le plus souvent une condamnation à vie. Deuxième sous-chapitre, à la recherche de l'homme nouveau.
L'enfermement sans limite constitue une contradiction fondamentale avec le projet même hautement proclamé du système pénitentiaire. La réforme du détenu, sa transformation en homme nouveau. En effet, dit Jean-Luc Domenach, le système proclame à corps et à cri que la détention n'est pas une punition, mais une occasion pour le criminel à se réhabiliter. Un document interne de la sécurité précise que le processus sur lequel il convient d'engager le prévenu. On ne peut se soumettre à la loi que si l'on a d'abord reconnu ses crimes. La reconnaissance de ces crimes est un préalable obligatoire. La soumission à la loi est le commencement de la réforme. Reconnaissance et soumission sont les deux premières leçons qu'il faut enseigner aux prisonniers et garder à l'esprit tout au long du processus de réforme. Une fois la brisure avec son passé acquise, le prisonnier peut commencer à être pénétré d'idées justes. Il est impératif d'instituer les 4 principes éducatifs de base pour remettre les idées politiques du criminel dans la bonne direction. Le marxisme-léninisme, la foi dans le maoïsme et le socialisme. Le parti communiste et la dictature démocratique du peuple. Ouais, mon accent chinois est vraiment pourri, je continue. En conséquence, les établissements pénitentiaires sont avant tout des lieux d'enseignement pour ces mauvais élèves, turbulents et un peu lents d'esprit que sont censés être les détenus. Bienvenue à nos nouveaux camarades étudiants. Telle est la banderole qui accueille Pasqualini dans un camp de travail. L'étude est tout, sauf un 20 mots. Pendant toute la période d'instruction, elle dure de 2 heures par jour au moins le soir après le dîner dans le cadre de la cellule. Mais si les progrès de certains prisonniers sont insatisfaisants, ou pendant les campagnes politiques, elle peut s'étendre à la journée, la semaine, voire le monde entier. Dans de nombreux cas, une période d'études non-stop allant de 15 jours à 3 mois sert de stage d'intégration dans l'univers carcéral. Les séances se déroulent suivant un rituel extrêmement rigide, pendant lequel il est rigoureusement interdit de marcher, de se lever. Même pour changer de position assise, il faut demander la permission, de bavarder et de dormir. Tentation permanente, surtout si le travail était rude dans la journée. Pasqualini, élevé dans le catholicisme, fut surpris de retrouver méditation, confession et repentance érigées en pratique marxiste-léniniste. La différence étant la dimension obligatoirement collective et publique de ces actes. Le but n'est pas de restaurer un lien entre l'homme et Dieu, mais de fondre l'individu dans une masse totalement soumise au parti. Pour varier les plaisirs, les séances centrées sur la confession, obligatoirement très détaillées, de tels détenus alternent avec les lectures commentées du quotidien du peuple, pendant la révolution culturelle, un petit clin d'œil à Macron, ce sont les œuvres du président Mao. Le volume de ces citations devant être porté en permanence ou les discussions sur un événement jugé matière à édification. Dans tous les cas, le but est cependant le même, amener l'abdication de la personnalité. Le chef de cellule, lui-même prisonnier, assez souvent ancien membre du PC, joue là un rôle fondamental. Il nous lançait infatigablement dans ces discussions de groupe ou des histoires contenant des principes moraux à observer, tous les autres sujets auxquels nos esprits auraient pu s'abandonner, la famille, la nourriture, les sports, les passe-temps, et bien sûr le sexe, étaient absolument interdits. Devant le gouvernement, nous devions étudier ensemble et nous surveiller mutuellement. Telle était la devise et elle était inscrite dans la prison. Ça, c'est le témoignage encore de Pasqualini. Il convient de purger, de reconnaître qu'on a mal agi parce qu'on était mauvais. À quelques catégories que nous appartenions, nous avons commis nos crimes parce que nous avions de très mauvaises pensées sur le chef de cellule. Et si l'on était ainsi, la faute en revenait à la contamination par les idées capitalistes, impérialistes, réactionnaires. Tous les délits sont en dernière analyse politique dans une société où rien n'échappe aux politiques. La solution est simple, changer d'idée. Comme en Chine, le rite est inséparable du cœur, acceptez le moule qui fera de vous un révolutionnaire en bleu de chauve de plus, voire un héros du type Lei Feng, ce soldat tout fier d'être un petit rouage sans cervelle propre au service de la cause, et qui, ayant eu la chance de périr écrasé en service commandé, fut au début des années 60 présenté par le maréchal Lin Biao comme un modèle à suivre. Le prisonnier apprend très vite à parler sous forme de slogans qui n'engagent à rien. Le danger de ceci, évidemment, c'est ce qui peut finir par penser uniquement par slogan. La plupart y succombent. Le prétendu lavage de cerveau décrit par certains occidentaux, ce n'est pas plus que cela. En soi, rien de très subtil. L'imposition plutôt rude d'une idéologie grossière qui a d'autant plus de réponses à tout qu'elle est plus simpliste. Il s'agit surtout de ne pas laisser aux prisonniers la moindre chance d'une expression autonome. Les moyens en sont multiples. Les plus originaux sont une sous-alimentation systématiquement entretenue qui affaiblit la résistance, ainsi que la vie intérieure et une saturation permanente par le message de l'orthodoxie dans un contexte où l'on ne dispose ni de temps libre, études, travail, corvée remplissent totalement les longues journées, ni d'aucun espace
d'intimité. Les cellules étaient surpeuplées, la lumière allumée la nuit et très peu d'effets personnels autorisés. Ni évidemment de la moindre latitude d'exprimer un point de vue original. Toutes les interventions, par ailleurs obligatoires, dans une discussion sont minutieusement notées et consignées au dossier de chacun. Il en coûta cher à Pasqualini d'avoir exprimé en 1959 un léger manque d'enthousiasme face à l'intervention chinoise au Tibet. Autre originalité, la délégation aux autres prisonniers de la grande part du travail idéologique, ce qui montre le niveau d'efficacité du système. On se fouille mutuellement, on évalue les résultats de ses compagnons en matière de travail et aussi de rations alimentaires, on se prononce sur le degré de réforme des libérables et surtout on critique les compagnons de cellule pour les pousser à une autocritique complète, autant que pour prouver soi-même qu'on progresse. Je tiens à citer un témoignage toujours de Pasqualini dans Prisonnier de Mao sur l'arme alimentaire. Là, je le cite. Et puis, il y avait la nourriture, la seule chose importante, la plus grande joie et la plus puissante motivation de tout le système pénitentiaire. J'avais eu la mauvaise fortune d'arriver à l'allée de la Brume sur l'herbe, c'est-à-dire en fait le nom poétique d'un grand centre de détention à Pékin, seulement un mois après l'introduction du rationnement comme partie officielle de la technique des interrogatoires. Le désespérément maigre et aqueux gruau de maïs, les dures petites galettes de Woutou, en fait c'est l'équivalent chinois du pain, davantage consommé que le riz au nord du pays, et la tranche de légumes devinrent le centre de notre vie et l'objet fondamental de notre attention la plus profonde. Comme le rationnement continuait et que nous maigrissions, nous apprîmes à manger chaque morceau avec une application infinie, en le faisant durer aussi longtemps que possible. Des rumeurs et des racontars désespérés circulaient sur la qualité et l'abondance de la nourriture dans les camps de travail. Ces informations, je l'ai appris plus tard, étaient souvent des coups montés, inventés par des interrogateurs pour encourager les prisonniers à avouer. Au bout d'un an, ce régime, j'étais prêt à admettre pratiquement n'importe quoi pour obtenir davantage de nourriture. Le manque de nourriture était admirablement étudié. On nous donnait assez pour nous maintenir en vie, mais jamais assez pour nous laisser oublier notre faim. Durant mes 15 mois dans le centre des interrogatoires, j'ai mangé du riz une seule fois, de la viande jamais. 6 mois après mon arrestation, mon ventre était parfaitement aplati. Je commençais à avoir les articulations meurtries de façon caractéristique par le simple contact du corps avec le lit communautaire. La rhistique par le simple contact du corps, je reprends, la peau de mes fesses pendait comme les seins d'une vieille femme. Ma vue se brouillait et je perdais mon pouvoir de concentration. J'atteignis une sorte de record de carence en vitamines quand je devins finalement capable de casser mes ongles et mes orteils à la main sans me servir de mes coupe-ongles. Mes cheveux se mettaient à tomber. La vie n'était pas si mauvaise que ça autrefois, me dit Lou. Nous avions un plat de riz tous les 15 jours, du vrai pain blanc à la fin de chaque mois et un peu de viande aux grandes fêtes, comme au Nouvel An, le 1er mai et le 1er octobre, ce n'était pas mal. Le changement était dû à ceci. Une délégation du peuple était venue inspecter la prison pendant la période des 100 fleurs. Donc c'est le mouvement anti-droitier qui suivit après. Ils avaient été horrifiés de voir des prisonniers manger à leur faim. Il leur était intolérable, avait-il conclu, que des contre-révolutionnaires rebuts de la société ennemie du peuple bénéficient d'un niveau de vie supérieur à de nombreux paysans. À partir de novembre 1957, il n'y eut plus de riz, plus de viande, ni de farine de blé au jour de fête. La nourriture nous obsédait à tel point que nous en devenions fous, en un sens. Nous étions prêts à tout. C'était un climat parfait pour les interrogatoires. Chacun d'entre nous se mit à demander à être envoyé dans les camps de travail. Personne ne quittait l'allée de la Brume sur l'herbe sans l'avoir bénéficié par écrit. Il y avait même une formule officielle. Je vous prie de m'autoriser à montrer le repentir que j'ai de mes fautes en travaillant dans les camps. Plus tard, quelles que fussent les conditions insupportables que nous devions endurer dans les camps, n'importe quel gardien pouvait nous dire sans mentir que nous étions là, seulement parce que nous l'avions demandé. Voilà, donc je ferme ma parenthèse du témoignage d'un extrait de Prisonnier de Mao par Pasqualini, que ferait bien de lire Emmanuel Macron avant de se dire maoïste. Je reprends la lecture du livre noir. Les autres moyens de pression sur le prisonnier sont plus classiques. La carotte, c'est une promesse d'indulgence. Si l'on avoue tous ses crimes, entre guillemets, si l'on se conduit en modèle, si l'on contribue activement au redressement de ses compagnons et également si l'on dénonce ses complices ou ses codétenus insoumis. Il s'agit d'un test essentiel de sincérité dans la réforme. La dénonciation des autres est une excellente méthode de pénitence. Dans le bureau d'interrogatoire trône une banderole indiquant indulgence à l'égard de ceux qui avouent, sévérité à l'égard de ceux qui résistent, rachat pour ceux qui obtiennent des mérites, récompense pour ceux qui gagnent des grands mérites.
Beaucoup de condamnés à de lourdes peines, espérant grappiller quelques années de remise, se montrent donc de zélés propagandistes. Le problème, Pascolini en donne plusieurs exemples, c'est qu'ils ne sont guère payés en retour. Soit leur bonne conduite n'empêche pas une lourde condamnation, soit les peines n'étant le plus souvent annoncées qu'oralement, l'accusé est fréquemment absent lors de son propre procès, une remise de peine ramène en fait la durée de détention à ce qui avait toujours été prévu. Un détenu dévoile le poteau rose. Les communistes ne se sentent pas obligés de tenir leurs promesses qu'ils font à leurs ennemis. En guise de moyens pour aboutir à leur fin, ils n'hésitent pas à employer toutes les combines et les ruses qui peuvent leur servir, et ceci inclut les menaces et les promesses. Et rappelle-toi un autre détail, les communistes n'ont pas plus le moindre respect pour ceux qui tournent kazakh. Le bâton a malheureusement davantage de consistance. L'augmentation de la peine, loin d'être exceptionnelle, celui qui se soumet pas en avouant, celui qui refuse de dénoncer, c'est-à-dire cacher des renseignements au gouvernement, est un délit passible de châtiment. Celui qui tient des propos hérétiques, celui interjetant l'appel à sa condamnation, montre qu'il n'accepte pas la volonté des masses. Tout cela encourt de nouvelles lourdes condamnations. On peut ainsi passer de 5 ans à la prison à vie. Et puis il y a le mal que les prisonniers peuvent se faire les uns les autres. La carrière du chef de cellule dépendant de ses ouailles, il s'acharnera sur les plus récalcitrantes et sera soutenu par les opportunistes. Un degré au-dessus, c'est l'épreuve ou la lutte, rien de spontané. La victime est choisie par la direction, le lieu, le moment et l'intensité sont prédéterminés, mais l'atmosphère est proche. Le meurtre en moins, des pogroms paysans de la réforme agraire. Notre victime était un prisonnier d'une 40aine d'années, accusé d'avoir fait une fausse confession. C'était un contre-révolutionnaire forcené, braillé un garde dans un porte-voix en carton. Chaque fois qu'il levait la tête pour dire quelque chose, que ce fût vrai ou faux, cela ne nous intéressait pas, nous l'engloutissions sous une armée de vociférations. Menteur, honte de l'humanité, ou même salaud, l'épreuve continua encore comme cela pendant 3 heures, et à chaque minute qui passait, nous avions plus froid et plus faim, et nous devenions plus méchants. Je crois que nous aurions été capables de le déchirer en lambeaux pour obtenir ce que nous voulions. Plus tard, quand j'eus le temps de réfléchir, je me rendis compte que, bien sûr, c'était aussi nous, à nous-mêmes, que nous avions fait subir l'épreuve en même temps, en nous préparant mentalement à accepter la position du gouvernement avec un assentiment passionné, quels que fussent les mérites de l'homme auquel nous nous attaquions. On ferme la parenthèse. Il est compréhensible que dans de pareilles conditions, l'immense majorité des prisonniers donne à bout de quelque temps tous les signes extérieurs de la soumission. Cela n'a que secondairement à voir avec les caractéristiques de l'identité chinoise. Traités somme toute moins inhumainement en nombre de prisonniers de guerre, français du Viet Minh, confrontés à la même politique de rééducation, suivirent le même itinéraire. Voir le témoignage d'Albert Stillier dans Le prêtre et le commissaire, paru chez Grasset en 1971. L'efficace de la rééducation tient à la combinaison synergique de 2 puissants moyens de pression psychologique. Une infantilisation radicale, le parti et l'administration devant le père et la mère, réapprenant aux prisonniers à parler, à marcher, tête baissée en courant, le gardien guidant la voie, à contrôler un appétit et hygiène, dans une relation de dépendance absolue. La fusion dans le groupe, comptable de chacun de ses gestes, de chacune des paroles, famille de remplacement, alors même que les contacts avec la vraie famille sont rendus presque impossibles, qu'on pousse les épouses des détenus à divorcer, les enfants à renier leur père. Quel est cependant le degré de profondeur de la réforme ? Parler par slogan, réagir comme un automate, c'est simultanément s'anéantir, subir un suicide psychique, comme dit Doménac, et se protéger contre les ennuis, survivre. Penser qu'il soit aisé de garder son quant à soi en dédoublant sa personnalité serait certainement trop optimiste. Mais celui-là même qui finit par ne plus détester Big Brother résonne en termes d'utilité plus que de conviction. Pascolini peut bien dire qu'en 1961, sa rééducation était réussie, qu'il croyait sincèrement que ce que les gardiens lui disaient. Il ajoute aussitôt « Je savais aussi fort bien qu'il était de mon plus grand intérêt de maintenir toujours ma conduite aussi proche que possible de la lettre de la loi. » La contre-preuve, c'est cette prise de position ultra-maoïste d'un chef de cellule. Pour prouver son ardeur au travail et sa fidélité au régime, il faudrait réclamer d'aller travailler quand même quand la limite fatidique des moins 15 degrés est franchie. Il faudrait se lever plus tôt que leur imposer. Le gardien finit par interrompre l'homélie, la jugeant totalement contraire à l'orthodoxie, et les détenus paraissaient soulagés. Comme tant de Chinois, ils y croyaient un peu, mais visaient avant tout à ne pas avoir d'ennui. Sous-chapitre
Criminel, forcément criminel. On aura noté que jamais n'est prise en compte la possibilité d'une fausse accusation ou d'un acquittement. En Chine, on n'est pas arrêté parce que coupable, mais coupable parce que arrêté. En effet, toute arrestation est menée par la police, organe du gouvernement populaire, lui-même dirigé par le parti communiste que préside Mao Zedong. Contester le bien fondé de son arrestation, c'est donc s'opposer à la ligne révolutionnaire du président Mao et dévoiler davantage sa vraie nature de contre-révolutionnaire. Suivant le même raisonnement, le moindre gardien contesté pour une broutille mettra fin au débat en s'indignant. Quoi que tu oses t'opposer au gouvernement populaire, accepter ses crimes, se soumettre en tout, telle est la seule voie admise. Dans la cellule, on rajoute « Tu es un contre-révolutionnaire, nous le sommes tous, autrement nous ne serions pas ici ». Dans la logique délirante de ce système mental fonctionnant en circuit fermé, l'accusé doit fournir lui-même les motifs de son arrestation. « Dites-nous pourquoi vous êtes ici » est souvent la première question que l'instructeur lui pose, et rédiger son propre acte d'accusation, y compris l'évaluation de la peine méritée. Entre les deux, des confessions successives, dès qu'un problème sérieux se pose, il faut le recommencer à zéro. Pouvant demander des mois de travail et comporter des centaines de pages, relater des décennies de sa vie, enfin des interrogatoires étalés généralement sur de longues périodes et pouvant aller jusqu'à 3000 heures. Le parti a tout son temps, s'entend-on dire. Ça, c'est encore le témoignage de Pasqualini. Les interrogateurs jouent fréquemment sur la privation de sommeil, redoublée par le caractère souvent nocturne des séances d'instruction, sur la menace d'une peine très sévère, voire d'une exécution, ou de la visite terrifiante d'une salle de torture en état de marche, présentée ensuite comme un musée. La violence physique, proprement dite, est rare, en tout cas entre le milieu des années 50 et la révolution culturelle. Tout ce qui peut ressembler à de la torture, les coups et même les insultes sont formellement interdits, et les détenus le savent. Une bavure, ils ont la possibilité unique de faire trembler leur encadrement. Alors ce dernier recours à une violence biaisée qui ne s'avoue pas. Une épreuve, entre guillemets, où les coups venant d'autres prisonniers en fait sont tolérés, ou enfermement dans d'atroces cachots non chauffés, rarement aérés, si étroits parfois qu'on ne peut même pas s'y étendre, et où en plus on est généralement enchaîné ou menotté en permanence, souvent les mains dans le dos, ce qui rend l'hygiène et les repas presque impossibles. Le prisonnier ravalé à l'état de bête, affamé, périt le plus souvent si la sanction se prolonge au-delà de 8 jours. L'imposition permanente de menottes très serrées est la forme de quasi-torture la plus pratiquée. La douleur est vite insupportable. Les mains enflent, les cicatrices sont fréquemment irréversibles. Mettre des menottes spéciales et les serrer sur les poignets des prisonniers était une forme de torture très largement utilisée dans les prisons de Mao. Il arrivait aussi que l'on passe des chaînes autour des chevilles des prisonniers. Parfois même, on attachait les menottes à un des barreaux de la fenêtre, si bien que le prisonnier ne pouvait ni manger, ni boire, ni se rendre aux toilettes. Leur but était de miner le moral de l'individu et en le dégradant. Comme le gouvernement populaire prétendait avoir aboli toute forme de torture, on appelait officiellement cela punition ou persuasion. Ça, c'est un témoignage d'un ancien prisonnier chinois qui s'appelle Ning Cheng, qui a écrit « Vie et mort à Shanghai ». L'instruction a pour but d'obtenir l'aveu, qui de fait a force de preuve, et les dénonciations qui authentifient sa sincérité en même temps qu'elles lui donnent son sens de point de vue de l'appareil policier. Il est de règle que 3 dénonciations valent arrestation, et la chaîne continue. Aux quelques exceptions mentionnées près, les méthodes destinées à faire craquer le détenu sont assez classiquement policières. Le mettre en face de ses contradictions, prétendre qu'on sait déjà tout de lui, confronter sa confession à d'autres aveux ou dénonciations. Celles-ci, obtenues sous la contrainte ou spontanée, des boîtes à dénonciation figurent partout dans les rues des villes. Sont si nombreuses qu'il est très délicat de dissimuler un fragment significatif de son passé. La lecture des lettres de délation le concernant provoqua l'effondrement de la résistance à Pasqualini. Il dit « Ce fut une révélation effrayante. Parmi ces centaines de pages se trouvaient des formulaires de dénonciation remplis par des collègues, des amis et toutes sortes de gens que j'avais rencontrés qu'une fois ou deux. Combien de gens m'avaient trahi, à qui j'avais accordé ma confiance sans arrière-pensée. Nien Cheng, libéré en 1973, sans avoir avoué, chose exceptionnelle, liée à l'occurrence à son extrême ténacité, mais aussi aux atteintes portées à l'appareil judiciaro-policier par la révolution culturelle. Il fut ensuite des années durant cerné de parents, d'amis, d'élèves, de domestiques, qui tous avaient des comptes à rendre sur elle à la sécurité et le reconnurent parfois. Ils estimaient ne pas avoir eu le choix.
À l'issue du processus d'instruction, il doit y avoir un roman vrai de la culpabilité, une coproduction entre le juge et le prévenu qui représente la subversion sémantique des faits exacts, raconte Doménac. Le crime doit en effet s'enchaîner sur la vie réelle. Il est plus efficace que l'accusateur comme l'accusé y croit au moins un peu, et surtout cela permet d'impliquer des complices. Mais totalement réinterprété de façon paranoïaque, comme l'expression constante d'une opposition politique radicale et rageuse. Ainsi, évoqué dans une lettre à l'étranger la diminution des rations de grains à Shanghai, à l'époque du Grand Bond, le dit Grand Bond devient la preuve de l'espionnage, même si ces chiffres étaient publiés par la presse officielle et connus de toute la communauté étrangère de la ville. La condamnation prononcée, le détenu est expédié dans un camp de travail, une ferme d'État, une mine ou une usine. Même si l'étude allégée continue et si l'épreuve, pour ne pas se rouiller, accable un fautif de temps à autre, l'essentiel est maintenant de travailler. Dans la réforme par le travail, un des deux termes au moins qui n'a rien d'hypothétique. On est noté avant tout sur sa capacité à tenir le long des 12 heures d'un labeur d'autant plus épuisant que le régime des 2 repas quotidiens, plus que léger, est le même que celui du centre de détention. La carotte, désormais, c'est une ration alimentaire de travailleurs performants qui impose de dépasser une norme déjà nettement supérieure à celle des civils. Ainsi individualisés, les résultats sont aussi pris en compte au niveau de la cellule ou de la chambrée. D'où des compétitions collectives dénommées lancers de Spoutnik à la fin des années 50, à qui s'attribuera le plus 16-18 heures en continu pour le plus grand bonheur de l'encadrement. Pas de jour de repos, sinon lors des grandes fêtes, où il faut malgré tout supporter des interminables prêches politiques. Les vêtements sont très insuffisants. On porte souvent des années durant ce qu'on avait sur soi au moment de son arrestation. Des vestes d'hiver ne sont fournies que dans les camps du Nord, en Mandchou, cette Sibérie chinoise, et le règlement ne prévoit le don que d'un sous-vêtement par an. La ration alimentaire moyenne se situe entre 12 et 15 kg de grains par mois. Mais un détenu réputé tir au flanc peut descendre à 9 kg. C'est moins que dans les bagnes français de la Restauration, ou même les camps soviétiques, à peu près autant que dans les camps vietnamiens, entre 75 et 77. Les carences vitaminiques ou protéiques sont redoutables. Presque plus de viande, ni de sucre, ni d'huile, peu de légumes ou de fruits, d'où de nombreux vols de nourriture, prétexte à punition sévère et de l'auto-alimentation, entre guillemets, recherche de petits animaux, par exemple des rats qu'on mange séchés ou des plantes comestibles dans les fermes. Les soins médicaux sont minimes, sauf dans une certaine mesure pour les maladies contagieuses, et les trop faibles, trop vieux, trop désespérés sont expédiés dans de véritables camps mouroirs où les rations de famine les font vite disparaître. Le seul vrai point positif par rapport aux autres centres de détention, c'est la conjugaison d'une discipline plus souple et de détenus plus endurcis, moins craintifs, plus spontanés, prêts à violer le règlement dès que le garde a le dos tourné, tout en sacrifiant formellement au langage et au comportement codé imposé. Un milieu humainement plus vivable où l'on peut escompter un minimum de solidarité. Au fur et à mesure que le détenu avance dans la carrière du système Laogai, ce qui en fait une grande originalité, l'accent mis sur la rééducation s'estompe donc. Mais là, la trajectoire de l'individu rejoint celle du pays. Après la phase de la perfection, entre guillemets, entre 1954 et 1965, du Laogai, qui vit des millions de détenus transformés en petits étudiants zélés qui s'autodisciplinant, chaque presque sans intervention extérieure et devenant à l'occasion de bons et fidèles communistes en prison, tout se mit à s'effilocher, à se dégrader, à se banaliser. Cela coïncida à la fois avec l'arrivée de plus en plus massive de droits communs, souvent très jeunes, et avec cette entreprise de démoralisation générale des cadres du régime que fut la révolution culturelle. Peu à peu, l'appareil relâcha son emprise, cependant que, de plus en plus souvent, des gangs se formaient parmi les détenus. L'obéissance et le respect de la hiérarchie cessaient désormais d'être des automatismes. Il fallut pour l'encadrement les obtenir soit par des concessions, soit par un usage nouveau de la violence, et cette violence ne fut toujours à sens unique, plus toujours à sens unique. La grande victime, ce fut en tout cas la réforme de la pensée, cette éducation à la servitude volontaire. Mais la contradiction n'était-elle pas inscrite dans le projet même ? D'un côté, l'appel à s'élever au-dessus de soi-même, à s'améliorer, à se purifier, à rejoindre la masse prolétarienne en marche vers le radieux avenir. De l'autre, la sinistre réalité d'une vie entière à passer en captivité, quels que soient les efforts accomplis, et dans le cas rare d'une vraie libération,
l'ostracisation par l'incapacité à se laver du péché originel. Bref, un discours sur l'infinie perfectibilité dissimulant mal la rigidité absolue d'une société régie par la fatalité, celle de l'errement d'un instant et plus souvent encore celle de la naissance. C'est cette même insupportable, inhumaine contradiction qui allait contribuer à provoquer l'implosion sociétale de la révolution culturelle et qui, non résolue, entraînerait son échec. Encore un sous-chapitre intitulé « La révolution culturelle, un totalitarisme anarchique » entre 1966 et 1976. À côté des horreurs quasi astronomiques et trop peu connues de la réforme agraire ou du Grand Bond, les quelques 400 000 à 1 million de morts, 1 à 3 millions suivant Jean-Luc Domenech, cité par la plupart des auteurs à propos des ravages de la grande révolution culturelle prolétarienne, pourrait presque sembler modeste. Si plus que tout autre épisode de l'histoire contemporaine de la Chine, elle frappa le monde entier et reste dans les mémoires. Ce fut par le radicalisme extrême de son discours et quelques-uns de ses actes, mais aussi parce qu'elle se déroulait dans les villes, qu'elle se concentrait sur les milieux politiques et intellectuels, et ceci à l'ère de la télévision, à qui elle sut offrir les superbes images de cérémonies politiques bien huilées et pleines d'une touchante ferveur. Enfin, à la différence des mouvements précédents, elle commença à être officiellement condamnée en Chine même, presque aussitôt que terminée. Il devint de bon ton de dénoncer les exactions des gardes rouges, en particulier contre les vieux cadres et dirigeants communistes, nettement moins de s'attarder sur les massacres commis par l'APL dans la phase subséquente de retour à l'ordre. Le premier paradoxe de la révolution culturelle est là. Moment où l'extrémisme le plus exalté ne parut jamais plus près de réussir, moment de relance d'un processus révolutionnaire qui paraissait solidement institutionnalisé, balayant en à peine plus d'un an à peu près tous les centres de pouvoir, elle demeura cependant un mouvement partiel, enquisté dans les zones urbaines et hégémonique dans la seule jeunesse scolarisée. Par contre, les campagnes étaient à peine remises du grand bond, le conflit avec l'URSS atteignait son apogée. Il fut décidé par le groupe de la Révolution culturelle, GRC. En fait, c'était formé lors de la réunion élargie du bureau politique du PC-66 et ne dépendant que de son comité permanent, c'est-à-dire de Mao. Il consacre l'éviction de la direction de la révolution culturelle de Peng Zhen, jusque-là chargée de sa préparation, ainsi que du secrétariat du comité central dirigé par Liu Shaoqi et Deng Xiaoping. Le GRC est dominé par des maoïstes extrémistes tels que Jiang Qing, Madame Mao, Chen Boda ou Zhang Chunqiao et Kang Chen et son conseiller en titre. Voilà pour la petite parenthèse du groupe de la révolution culturelle dit GRC. Alors, je continue. Dans l'esprit du GRC et peut-être de Mao, c'était reculer pour mieux sauter. Aucun secteur de la société et de l'État ne devait durablement échapper à la révolutionnarisation. Mais la masse des ruraux tenait dur comme fer aux petites libertés accordées par Liu Shaoqi et au moins aux lopins privés. Et il n'était question ni de détruire, ni la capacité de défense, ni de l'économie. Dans l'esprit du GRC, et peut-être de Mao, c'était reculer pour mieux sauter. Aucun secteur de la société et de l'État ne devait durablement échapper à la révolutionnarisation. Mais la masse des ruraux tenait dur comme fer aux petites libertés accordées par Liu Shaoqi, et au moins aux lopins privés. Et il n'était question de détruire ni la capacité de défense ni l'économie. La récente expérience du Grand Bond incitait à la prudence sur ce dernier point. Le préalable, c'était la prise de pouvoir dans la superstructure intellectuelle et artistique et la conquête du pouvoir de l'État. Mais ce dernier but ne fut jamais complètement atteint. Ces restrictions furent parfois violées, mais on signale en tout cas pas d'affrontements ou de massacres majeurs dans les villages qui continuaient à renfermer une grande majorité de Chinois. 64% des incidents classés comme ruraux eurent lieu dans la couronne périurbaine d'une grande agglomération. Cependant, dans la phase finale de reprise en main, les récits rapportent de nombreuses exécutions individuelles de villageois qui s'étaient engagés du mauvais côté ou de gardes rouges urbains en fuite à la campagne. Enfin, à la grande différence des purges des années 50, le but ne fut jamais clairement d'éliminer une couche particulière de la population. Même les intellectuels, particulièrement touchés au début, cessèrent vite d'être au premier rang des persécutés. De plus, les persécuteurs étaient souvent issus de leur propre milieu. Les épisodes les plus meurtriers furent dans l'ensemble le résultat de bavures, entre guillemets, de violences relativement spontanées et à commande locale sans plan d'ensemble.
Même quand le centre ordonna des opérations militaires débouchant inévitablement sur des massacres, ce fut de manière essentiellement réactive pour faire face à une situation incontrôlée. En ce sens, on est déjà plus près de la répression de juin 89 que de la réforme agraire. Et la révolution culturelle restera peut-être comme le premier signe de l'impasse d'un communisme chinois en perte d'énergie révolutionnaire. Le deuxième paradoxe explique à l'inverse pourquoi il convient de donner toute sa place à la révolution culturelle dans le présent récit. Le mouvement des Gardes rouges fut une rébellion répressive, selon l'expression de Domenach, et son écrasement fut une vaste répression. On a vu que dès la fin des années 80, la dimension terroriste était inséparable du communisme chinois. En 1966-67, les groupes les plus radicaux eux-mêmes, ceux qui font le plus parade d'attaquer les institutions étatiques, ont toujours un pied dans l'État, ils disposent de répondants, au minimum le président Mao, référence absolue et sans cesse invoquée à l'appui de la moindre décision tactique. Intégrant dans la grande tradition chinoise les logiques du pouvoir jusque dans la rébellion, ils ne se refusent jamais à la surenchère en matière de répression. Critiquant la prétendue mollesse des dominants face à l'ennemi de classe, ils mettront tout de suite en place leur propre escouade d'enquêteurs musclés, leur police des bonnes mœurs, leurs tribunaux et leurs prisons. Au long de la révolution culturelle, on retrouve la lutte du bas contre le haut, mais un bas mobilisé, manœuvré, quadrillé, terrorisé par un pouvoir et une élite qui n'osent dire leur nom. Ce débordement du pouvoir par un autre lui-même, n'ayant de cesse de le mimer tout en l'accablant de critiques et de coups, est représentatif de la formule définitive du maoïsme qui, après une longue quête, a fini par faire du couple rébellion-empire le principe permanent d'une alternative fondatrice du politique au-dessus de l'État et de la société. Bien sûr, il s'agit d'une alternative invivable, car fondée sur des faux semblants, et donc la frustration de ceux qui avaient donné un sens à leur rébellion, de se tout changer pour que rien ne change, selon la formule du Guépard, sortira une remise en cause de tant la rébellion que de l'Empire. Certes, très minoritaire mais conséquente, elle conduira au mur de la démocratie de 79 et à son penseur le plus hardi, Hein Jung-cheng. Celui-ci, dans son récit autobiographique déjà cité, met en lumière les contradictions finalement mortelles d'un mouvement jailli de mécontentement légitime. De point ouvrez les guillemets. Cette explosion de colère a revêtu la forme d'un culte du tyran et a été canalisée dans la voie de la lutte et du sacrifice pour la tyrannie. Cela aboutit à cette situation paradoxale, absurde d'un peuple ne se dressant contre son gouvernement que pour mieux le défendre. Le peuple s'est opposé au système hiérarchique qui l'asservissait tout en brandissant la bannière du soutien aux fondateurs de ce système. Il a érigé les droits démocratiques tout en jetant un œil méprisant sur la démocratie, et il a prétendu se laisser guider dans son combat pour la conquête de ses droits par la pensée d'un despote. Là, c'est la citation du livre de Wei, La cinquième modernisation. On estimera ici devoir s'abstenir d'une présentation aussi complète que pour les épisodes précédents. La révolution culturelle, qui a donné naissance à une littérature abondante et souvent de qualité, en particulier par les témoignages d'acteurs et de victimes, est assurément moins mal connue que ce qui la précède. Mais surtout, il s'agit beaucoup plus d'une autre révolution, mimée, avortée, dévoyée, pseudo, si l'on veut, mais révolution quand même, que d'une campagne de masse. Répression, terreur et crime sont loin d'épuiser le sens du phénomène, par ailleurs extrêmement protéiforme suivant les moments et les lieux. Seuls les aspects répressifs de la révolution culturelle nous occuperont donc. On peut les répartir en trois grandes catégories nettement distinctes, y compris temporellement. Les violences contre les intellectuels et les cadres politiques, essentiellement en 1966 et 67, les affrontements factionnels entre les gardes rouges, entre 67 et 68, enfin, la reprise en main brutale opérée par les militaires en 68 avec le 9e congrès du Parti communiste chinois en 69 s'ouvre à la phase de l'institutionnalisation manquée de certains acquis de 66 et surtout de lutte palatiale en vue de la succession de Mao Zedong bientôt affaibli par la maladie. Les soubresauts sont nombreux. Élimination en septembre 71 du successeur officiellement désigné, Lin Biao, retour en 73 au poste de vice-premier ministre de Deng Xiaoping, et réintégration massive des hauts cadres éliminés pour révisionnisme, entre guillemets, offensive de la gauche d'appareil en 74, tentative en 76 de mainmise sur le centre par les 4 de Shanghai, que dirige l'épouse du président, Jiang Qing, en profitant de la fenêtre d'opportunité séparant la mort du premier ministre modéré Zhou Enlai en janvier de celle de Mao Zedong en septembre. Dès octobre, les 4 ne sont plus qu'une bande dûment enfermée
et Hua Guangfeng, maître du pays pour 2 ans, peut siffler la fin de la révolution culturelle. Nous évoquerons les années grises, le mot est de Jean-Luc Domenach, postérieures à l'écrasement des gardes rouges. La répression est certes y est dure, mais quand elle reprend leurs grandes lignes et les modalités des années 50. Les acteurs de la révolution. La révolution culturelle représente la rencontre d'un homme et d'une génération. L'homme, c'est bien sûr Mao lui-même, atteint au sein de l'appareil central par le désastre du Grand Bond, qui a dû abandonner depuis 1962 la direction effective du pays au président de la République Liu Shaoqi. Réduit à la position certes prestigieuse de président du parti, il se replie sur ce magistère de la parole où il sait n'avoir pas à redouter la concurrence. Mais en vieux stratège et redoutant d'être simultanément statufié et définitivement marginalisé de son vivant, il cherche les relais efficaces qui lui permettront d'imposer ses choix fondamentaux. Le parti, bien tenu en main par Liu Yu et son adjoint, le secrétaire Deng Xiaoping, devrait être contourné de l'extérieur. Quant au gouvernement subordonné au PC, comme dans tous les pays communistes, son efficace direction par cet opportuniste intelligent qui est Zhou Enlai, modéré de raison sinon de cœur, en fait un élément plutôt neutre dans la perspective d'un affrontement entre factions. Mao est conscient d'avoir perdu le soutien de la plupart des cadres et intellectuels lors des purges de 57 et celui de la masse des ruraux avec la famine de 59-61. Mais dans un pays comme la Chine communiste, une majorité passive, atomisée et apeurée, compte moins que des minorités actives et placées dans les positions stratégiques. Or, depuis 59, l'appel est dirigé par Lin Biao, l'homme lige du timonier. Ils ont fait peu à peu un centre de pouvoir alternatif qui joue un grand rôle à partir de 62 dans le mouvement d'éducation socialiste, manière de purge anti-droitière rampante mettant l'accent sur le puritanisme, la discipline, le démouvement, les valeurs toutes militaires, fournit dès 1964 un tiers au moins des nouveaux cadres politiques et effectue donc sa jonction avec la petite équipe d'intellectuels et d'artistes ratés qui se structure autour de Jiang Qing et de son programme de destruction totale de tout art et de toute littérature engagée, conformément à la ligne du parti. La formation militaire devient obligatoire pour les étudiants et des milices armées sont organisées ou remises sur pied par l'APL depuis 1964 dans les usines, quartiers, districts ruraux. L'armée n'est pas et ne sera jamais candidate au pouvoir. Le quadrillage par le parti est trop efficace et le médiocre Lin Biao, dont il se chuchote qu'il fut héroïnomane, n'a ni la pensée ni la surface politique propre. Mais plus que jamais, elle est pour Mao son assurance vie, ou pour reprendre ses propres termes, sa grande muraille. L'autre levier stratégique sur lequel Mao estime pouvoir compter, c'est la génération déjà mentionnée, ou plus exactement sa fraction scolarisée dans le secondaire, le supérieur, les instituts de formation professionnelle, y compris les académies militaires, seul élément de l'APL autorisé à former des unités de garde rouge. Il présente l'immense avantage d'être concentré dans les villes et surtout les plus grandes cités, là où s'abriteront les luttes pour le pouvoir. Un quart des habitants de Shanghai sont ainsi dans ces écoles. Ceux qui ont entre 14 et 22 ans en 66 seront pour Mao des instruments d'autant plus enthousiastes qu'ils partagent à la fois le fanatisme doctrinaire et une grande frustration. Fanatisme, première génération entièrement éduquée après la Révolution 49, elle est en même temps trop jeune et trop urbaine pour savoir quelque chose des horreurs du Grand Bond, dont Liu et consorts pourront se repentir amèrement de ne pas l'avoir critiqué officiellement. Choyés en parole par le régime, persuadé d'être pour Mao cette page blanche pure de toute scorie sur laquelle l'exaltante épopée de la construction du communisme sera écrite, assurée par le vieux tyran que le monde vous appartient, l'avenir de la Chine vous appartient, elle a tôt appris que, comme le dirait une chanson de Garde Rouge, le parti est notre mère et notre père. Et en cas de conflit de paternité, le choix doit être clair, renier ses géniteurs. Pasqualini narre ainsi la visite à son père au Laogai d'un méchant petit morveux âgé de 10 ou 11 ans, en 62. « Je ne voulais pas venir ici, brailla-t-il fièrement, mais ma mère m'a forcé. Tu es un contre-révolutionnaire, un déshonneur pour ta famille. Tu as causé de graves pertes au gouvernement. Tu auras bien mérité d'être en prison. Tout ce que je peux dire, c'est que tu ferais mieux de te réformer. Autrement, tu auras ce que tu mérites. » disait la mère. Même les gardes furent choqués par sa tirade. Le prisonnier revint en larmes, ce qui était interdit, à sa cellule en murmurant « Si j'avais su que cela arriverait, je l'aurais étranglé le jour de sa naissance. » Tiens, ça a passé l'incident sans même faire un reproche. Le gamin aurait une quinzaine d'années en 66, juste l'âge pour devenir garde rouge. Le plus jeune furent toujours les plus violents, les plus acharnés à humilier leurs victimes.
Mais simultanément, ces jeunes dressés à se comporter en petits robots rouges se sentent souvent frustrés. Frustrés d'héroïsme, alors que la génération de leurs parents leur rebat les oreilles de ces exploits révolutionnaires et guerriers, ils mimeront la longue marche, les premières bases rouges ou la guérilla anti-japonaise lors des affrontements de 66 et 68. Une fois de plus, pour paraphraser Marx, l'histoire allait se répéter, mais sous une forme de farce. Frustrés de l'essentiel de la littérature classique et d'une quelconque liberté de discussion face aux hyper-prudents professeurs rescapés de la rectification de 57, ils allaient utiliser leurs pauvres connaissances, essentiellement les œuvres de Mao, une pincée de Lénine, pour contester, au nom même de la Révolution, le gris rabâchage auquel son institutionnalisation avait laissé la place. Enfin, beaucoup, issus des couches noires, soumis à la course d'obstacles représentée par les sélections et quotas successifs régis par le principe de l'origine de classe, pouvaient s'estimer frustrés de toute chance réelle de jamais obtenir un poste conforme à leur travail, leurs valeurs et leurs ambitions. Les établissements scolaires de l'élite, où les Noirs sont souvent majoritaires, les Noirs, il s'agit d'une catégorie sociale, seront aussi fréquemment les plus révolutionnaires. Et l'ouverture officielle des gardes rouges aux mal-nés, décrétée par le GRC en 66, fera accomplir à la révolution culturelle un pas en avant essentiel. L'autorisation le 16 novembre de la formation de groupes de gardes rouges dans les usines et le 15 décembre dans les villages représentera l'autre extension décisive du mouvement. À cette occasion sont aussi élevés tous les verdicts politiques négatifs imposés depuis le début de la révolution culturelle en mai 66 sur les ouvriers. Dans la dynamique du moment, les réhabilités chercheront souvent à obtenir l'annulation de tous les étiquetages droitiers et la destruction des fiches secrètes où sont consignées opinions et erreurs entre guillemets de chacun. Deux catégories de travailleurs industriels rejoignent alors en masse les étudiants et lycéens. Les éléments arriérés et autres discriminés sur base politique, mais tout est politique. Quel que soit leur âge, les ouvriers saisonniers, journaliers, sans garantie d'emploi ni protection syndicale, généralement jeunes, formant la majorité du prolétariat des nouvelles grandes usines qui exigent augmentation de salaire et contrats permanents. Ajoutons encore une bonne pincée de jeunes cadres voyant l'occasion inespérée d'une carrière rapide, de responsables autrefois sanctionnés pour une raison quelconque et ardents de se venger, ainsi que d'opportunistes toujours prêts à hurler avec les loups du moment et à les trahir à la première occasion. On aura l'hétéroclite coalition de mécontents qui, armés de haine et de désir de réussite sociale, se lancèrent à l'assaut de tous les pouvoirs, à l'école, à l'usine, dans les bureaux, mais minoritaires à l'échelle des quelques 20% d'urbains, et plus encore à celle du pays entier. Ils ne peuvent réussir que lorsqu'ils ont en face de l'État et paralysés par les attaques du centre, l'appel corseté par ses consignes. En dernière analyse, c'est Mao qui ouvre et ferme à tour les vannes de la Révolution, quitte à ne plus trop savoir que faire de temps à autre, compte tenu de la rapidité des changements et des rapports de force, et d'une conciliation entre la rébellion et le maintien de l'Empire. Je recommence. Compte tenu de la rapidité des changements des rapports de force et de la diversité des situations locales, ainsi que de sa quête permanente d'une conciliation entre la rébellion et le maintien de l'Empire, quand les rebelles, c'est l'appellation qui les réunira, prennent le pouvoir, ou plus concrètement se le font remettre, il suffit pour cela du transfert des sceaux. Leurs contradictions internes et leurs ambitions égoïstes reprennent immédiatement le dessus et donnent lieu à d'impitoyables luttes, souvent armées, entre factions incapables de déterminer autrement que contre. Voilà, ceux qui veulent lire la suite, c'est la page 609 de l'édition Robert Laffont, dans sa collection bouquins, le livre noir du communisme. Ça continue, donc on pourrait lire encore des heures, mais c'est un petit peu long. Voilà, eh bien, j'espère que vous aurez compris que le maoïsme est un totalitarisme aussi meurtrier que le nazisme. Au revoir.